La Comédie Française présente Le Malade imaginaire de Molière, d'après la mise en scène de Claude Stratz. Trois et 2 font 5. Et 5 font 10. Et 10 font 20. 3 et 2 font 5. Plus du 24e. Un petit clistère insinuatif, préparatif et rémolliant pour amollir, humecter et rafraîchir les entrailles de monsieur. Ce qui me plaît de monsieur Florent, mon apothicaire, c'est que ses parties sont toujours fort civiles. Les entrailles de monsieur. 30 sols. Ah oui, mais... Monsieur Florent, ce n'est pas tout que d'être civil, faut être aussi raisonnable. Et ne pas écorcher les malades. 30 sols? Un lavement? Je suis votre serviteur, je vous l'ai déjà dit. Vous ne me les avez mis dans les autres parties qu'à 20 sols. Et 20 sols, en langage d'apothicaire, c'est-à-dire 10 sols. Les voilà, 10 sols. Plus du 10 jours. Un bon clistère détersif, composé avec catholicon double, rhubarbe, miel rosa et autres, suivant l'ordonnance, pour balayer, laver et nettoyer le bas-ventre de monsieur. 30 sols, avec votre permission, 10 sols. Plus du 10 jours. Le soir, un julep hépatique, sophoratif et somnifère, composé pour faire dormir monsieur. 35 sols. Je ne me plains pas de celui-là car il me fit bien dormir. 10, 15, 16 et 17 sols. Et 6 deniers. Plus du 25e. Une bonne médecine purgative et corroborative, composée de casses récentes avec Séné-Levantin et autres, suivant l'ordonnance de monsieur Purgon, pour expulser et évacuer la bile de monsieur. 4 livres? Ah, monsieur Florent, c'est se moquer, il faut vivre avec les malades. Monsieur Purgon ne vous a pas ordonné de mettre 4 francs, mettez 3 livres, s'il vous plaît, 20 et 30 sols. Plus du 10 jours. Une potion anodine et astringente pour faire reposer monsieur. 30 sols, bon. 10 et 15 sols. Plus du 26e. Un clistère carminatif pour chasser les vents de monsieur. 30 sols, 10 sols, monsieur Florent. Plus le clistère de monsieur, réitéré le soir comme dessus. 30 sols, monsieur Florent, 10 sols. Plus du 27e. Une bonne médecine, composée pour hâter d'aller et chasser dehors les mauvaises humeurs de monsieur. 3 livres. Bon. 20 et 30 sols. Je suis bien aise que vous soyez raisonnable. Plus du 28e. Une prise de petit lait clarifié, édulcoré, pour adoucir, lénifier, tempérer et rafraîchir le sang de monsieur. 20 sols, bon. 10 sols. Plus une potion cordiale et préservative, composé avec 12 grains de bézoard, sirop de limon, et grenade et autres, suivant l'ordonnance. 5 livres. Oh, monsieur Florent, tout doux, s'il vous plaît. Si vous ennuyez comme ça, on ne voudra plus être malade. Contentez-vous de 4 francs. 20 et 40 sols. 3 et 2 font 5. Et 5 font 10. Et 10 font 20. 63 livres, 4 sols, 6 deniers. Si bien donc que de ce mois, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 médecines, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 lavements. Et l'autre mois, il y avait
12 médecines et 20 lavements. Je ne m'étonne pas si je ne me porte pas si bien ce mois-ci que l'autre. Je le dirai à M. Purgon afin qu'il mette ordre à cela. Allons? Qu'on m'ôte tout ceci? Il n'y a personne. J'ai beau dire, on me laisse toujours seul. Il n'y a pas moyen de les arrêter ici. Ils n'entendent pas? Et ma sonnette ne fait pas assez de bruit. Drolin? 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 Point d'affaire. Drolin! 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 Ils sont sourds? Toilette! Drolin! 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 Tout comme si je ne sonnais pas. Chienne! Coquine! Drolin! 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 J'en rage. Drolin! 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 Carogne, à tous les diables. Est-il possible qu'on laisse comme ça un pauvre malade tout seul? Drolin, Drolin, Drolin. Voilà qui est pitoyable. Drolin. Drolin, Drolin. Ah, mon Dieu. Ils me laisseront ici mourir. Drolin. 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 On y va. Oh, chienne. Ah, carogne. Diantre soit faite votre impatience, vous pressez si fort les personnes que je me suis donné un grand coup de la tête contre la carte d'un volet. Oh, très. Ah. Il y a... Ah. Il y a une... Ah. Tu m'as laissé. Ah. Mais tais-toi donc, coquine, que je te querelle. Ça monte, ma foi, j'en suis d'avis après ce que je me suis fait. Tu m'as fait égosiller. Et Carogne. vous m'avez fait, vous, casser la tête, l'un vaut bien l'autre, quitte à quitte, si vous voulez. Quoi? Coquine. Si vous querellez, je pleurerai. Me laisser, très. Ah. Chienne, tu me... Quoi? Il faudra encore que je n'ai pas le plaisir de la querelle. Querellez, tout votre sou, je le veux bien. Tu m'en empêches, chienne. En m'interrompant à tout coup. Si vous avez le plaisir de quereller, il faut bien que de mon côté, j'ai le plaisir de pleurer. Chacun le sien, c'est pas trop. Ah. Alors, il faut en passer par là. Ôte-moi ceci, coquine. Ah. Ôte-moi ceci. Mon lavement d'aujourd'hui a-t-il bien opéré? Oh. Votre lavement. Oui. Ai-je bien fait de la bile? Ma foi, je ne me mêle point de ces affaires-là. C'est à monsieur Florent y mettre le nez, puisqu'il en a le profit. Qu'on ait soin de me tenir un bouillon prêt pour l'autre que je dois tantôt prendre. Ce monsieur Florent, là, et ce monsieur Purgon s'égayent bien sur votre corps. Ils ont en vous une bonne vache à lait. Oh. Et je voudrais bien leur demander, quel mal vous avez pour vous faire ton remède? Taisez-vous, ignorante. Ce n'est pas à vous à contrôler les ordonnances de la médecine. Qu'on me fasse venir ma fille Angélique, j'ai à lui dire quelque chose. La voici qui vient d'elle-même, elle a deviné votre pensée. Approchez, Angélique, vous venez à propos. Je voulais vous parler. Me voilà prête à vous ouïr. Attendez. Donnez-moi mon bâton, je m'en vais revenir tout à l'heure. Mais allez vite, monsieur. Allez. Monsieur Florent nous donne des affaires. Toinette, Quoi? regarde-moi un peu. Bien, je vous regarde. Toinette. Mais quoi, toi-même? Ne devines-tu point de quoi je veux parler? Je m'en doute assez de notre jeune amant
car c'est sur lui depuis 6 jours que roulent tous nos entretiens et vous n'êtes point bien si vous n'en parlez à toute heure. Puisque tu connais cela, que n'es-tu donc la première à m'en entretenir? Et que ne m'épargnes-tu la peine de te jeter sur ce discours? Vous ne m'en donnez pas le temps. Et vous avez des soins là-dessus qu'il est difficile de prévenir. Je t'avoue que je ne saurais me lasser de te parler de lui. Et que mon cœur profite avec chaleur de tous les moments de s'ouvrir à toi. Mais dis-moi, condamnes-tu, Toinette, les sentiments que j'ai pour lui? Je les garde. Ai-je tort de m'abandonner à ces douces impressions? Je ne dis pas cela. Et voudrais-tu que je fusse insensible aux tendres protestations de cette passion ardente qu'il témoigne pour moi? À Dieu ne plaise. Dis-moi un peu, ne trouves-tu pas comme moi quelque chose du ciel? Quelque effet du destin dans l'aventure inopinée de notre connaissance? Oui. Ne trouves-tu pas que cette action d'embrasser ma défense, sans me connaître, est tout à fait d'un honnête homme? Oui. Qu'on ne peut pas en user plus généreusement? D'accord. Et qu'il fait tout cela de la meilleure grâce du monde? Oh oui. Ne trouves-tu pas, Toinette, qu'il est bien fait de sa personne? Bon, assurément. Il a l'air le meilleur du monde. Sans doute. Que ses discours, comme ses actions, ont quelque chose de noble. Cela est sûr. Qu'on ne peut rien entendre de plus passionné que tout ce qu'il me dit. Il est vrai. Et qu'il n'est rien de plus fâcheux que la contrainte où l'on me tient, qui bouge tout commerce, au doux empressement de cette mutuelle ardeur que le ciel nous inspire. Ah, vous avez raison. Mais, ma pauvre Toinette, crois-tu qu'il m'aime autant qu'il me le dit? Mais ces choses-là, parfois, sont un peu sujettes à caution. Les grimaces d'amour ressemblent fort à la vérité. J'ai vu de grands comédiens là-dessus. Oh, Toinette, que dis-tu là? Hélas, de la façon qu'il parle, serait-il bien possible qu'il ne me dise pas vrai? En tout cas, vous en serez bientôt éclairci. Et la résolution où il vous écrivit hier qu'il était de vous faire demander en mariage est une prompte voie à vous faire connaître s'il vous dit vrai ou non. Ce sera là la bonne preuve. Antoinette, si celui-là me trompe, je ne croirai de ma vie aucun homme. Voilà votre père qui revient. Ah ça, ma fille. Je vais vous dire une nouvelle où peut-être ne vous attendez-vous pas. On vous demande en mariage. Qu'est-ce là? Vous voyez? Cela est plaisant, oui, ce mot de mariage. Il n'y a rien de plus drôle pour les jeunes filles. Ah, nature, nature. Est-ce que je puis voir ma fille? Je n'ai que faire de vous demander si vous voulez bien vous marier. Je dois faire, mon père, tout ce qu'il vous plaira de m'ordonner. Je suis bien aise d'avoir une fille si obéissante. La chose est donc conclue, et je vous ai promise. C'est à moi, mon père, de suivre aveuglément toutes vos volontés. Ma femme, votre belle-mère, avait envie que je vous fisse religieuse, et votre petite sœur Louison aussi. Et de tout temps, elle a été heurtée à cela. La bonne bête a ses raisons. Elle ne voulait point consentir à ce mariage, mais je l'ai emportée. Et ma parole est donnée. Ah, mon père, que je vous suis obligée de toutes vos bontés. En vérité, je vous sais bon gré de cela. Voilà l'action la plus sage que vous ayez faite de votre vie. Je n'ai point encore vu la personne, mais on m'a dit que j'en serais content. Et toi aussi. Assurément, mon père. Comment? L'as-tu vu? Puisque votre consentement m'autorise à vous pouvoir ouvrir mon cœur, je ne feindrai point de vous dire que le hasard nous a fait connaître il y a 6 jours. Et que la demande qu'on vous a faite est un effet de l'inclination que dès cette première vue nous avons prise l'un pour l'autre. Ils ne m'ont pas dit cela. Mais j'en suis bien aise. Et c'est tant mieux que les choses soient de la sorte. Ils disent que c'est un grand jeune garçon. Bien fait. Oui, mon père. De belle taille, hein? Sans doute. Agréable de sa personne. Assurément. De bonne physionomie. Très bonne. Sage et bien né. Tout à fait. Fort honnête. Le plus honnête du monde. Qui parle bien latin et grec. C'est ce que je ne sais pas. Et qui sera reçu médecin dans 3 jours. Lui, mon père. Ah oui? Est-ce qu'il ne te l'a pas dit? Non, vraiment. Qui vous l'a dit à vous? Monsieur Purgon. Est-ce que Monsieur Purgon le connaît? La belle demande. Il faut bien qu'il le connaisse puisque c'est son neveu. Cléante, neveu de Monsieur Purgon? Quelle Cléante? Nous parlons de celui pour qui on t'a demandé en mariage. Eh oui. Eh ben, c'est le neveu de Monsieur Purgon, qui est le fils de son beau-frère, le médecin, Monsieur Diaphorus. Et ce fils s'appelle Thomas Diaphorus, et non pas Cléante. Et nous avons conclu ce mariage-là ce matin, Monsieur Purgon, Monsieur Florent et moi. Et demain, ce gendre prétendu doit m'être ramené par son père. Qu'est-ce? Vous voilà tout ébobis.
C'est mon père que... Je connais que vous avez parlé d'une personne et que j'ai entendu une autre. Quoi, monsieur? Vous auriez fait ce dessin burlesque et avec tout le bien que vous avez, vous voudriez marier votre fille avec un médecin? Oui. De quoi te mêles-tu, coquine? Impudente que tu es! Mon Dieu, tout doux, vous allez d'abord aux invectives. Est-ce que nous ne pouvons pas raisonner ensemble sans nous emporter? Là, parlons de sang-froid. Quelle est votre raison, s'il vous plaît, pour un tel mariage? Ma raison est que me voyant infirme et malade, comme je suis, je veux me faire un gendre et des alliés médecins, afin de m'appuyer de bons secours contre ma maladie, d'avoir dans ma famille les sources des remèdes qui me sont nécessaires et d'être à même des consultations et des ordonnances. Eh bien, voilà à dire une raison. Il y a plaisir à se répondre doucement les uns aux autres. Mais monsieur, mettez la main à la conscience. Est-ce que vous êtes malade? Coquine, si je suis malade! Si je suis malade! Impudente! Eh bien, oui, monsieur, vous êtes malade, n'ayons point de querelle là-dessus. Oui, vous êtes fort malade, j'en demeure d'accord. Ah. Et plus malade que vous ne pensez, voilà qui est fait. Mais votre fille doit épouser un mari pour elle. Et n'étant point malade, il n'est pas nécessaire de lui donner un médecin. C'est pour moi que je lui donne ce médecin. Et une fille de bon naturel doit être ravie d'épouser ce qui est utile à la santé de son père. Ma foi, monsieur, voulez-vous qu'en ami, je vous donne un conseil? Et quel est-il ce De conseil? ne point songer à ce mariage-là. La raison? La raison, c'est que votre fille n'y consentira point. Elle n'y consentira point. Non, Ma fille. Votre fille, elle vous dira qu'elle n'a que faire de monsieur Diapharus, ni de son fils Thomas Diapharus, ni de tous les Diapharus du monde. J'en ai affaire, moi! Outre que le parti est plus avantageux qu'on ne pense, monsieur Diapharus n'a que ce fils-là pour tout héritier. Et de plus, monsieur Purgon, qui n'a ni femme, ni enfant, lui donne tout son bien en faveur de ce mariage. Et monsieur Purgon est un homme qui a 8000 bonnes livres de rente. Il faut qu'il ait tué bien des gens pour s'être fait si riche. 8000 livres de rente sont quelque chose, sans compter le bien du père. Monsieur, tout cela est bien et bon, mais j'en reviens toujours là, je vous conseille, entre nous, de lui choisir un autre mari, et elle n'est point faite pour être madame Diapharus. Et je veux, moi, que cela soit. Eh, dites pas ça. Comment que je ne dise pas ça? Mais non. Et pourquoi ne le dirais-je Non, pas? ne songez pas à ce que vous dites. On dira ce qu'on voudra. Mais je vous dis que je veux qu'elle exécute la parole que j'ai donnée. Non, je suis sûr qu'elle ne le fera pas. Je l'y forcerai bien. Elle ne le fera pas, vous dis-je. Elle le fera. Ou je la mettrai dans un couvent. Vous? Moi. Bon. Comment? Bon. Non, vous la mettrez pas dans un couvent. Je ne la mettrai pas dans un couvent. Non. 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 Ouais. Voici qui est plaisant. Je ne mettrai pas ma fille dans un couvent, si je veux. Oh non, vous dites. Qui m'en empêchera? Vous-même. Moi? Oui, vous n'aurez pas ce cœur-là. Je l'aurai. Vous moquez. Je ne me moque point. La tendresse paternelle vous prendra. Elle ne me prendra point. Une petite larme ou deux, des bras jetés au cou, un mon petit papa mignon prononcé tendrement, sera assez pour vous toucher. Tout cela ne fera rien. Oui. Je vous dis que je n'en démordrai point. Ah, bagatelle. Il faut point dire bagatelle. Dieu, je vous connais, vous êtes bon, naturellement. Je ne suis point bon. Et je suis méchant quand je veux. Doucement, monsieur. Vous songez pas que vous êtes malade? Je lui commande absolument de se préparer à prendre le mari que je dis. Moi, je lui défends absolument d'en faire rien. Où est-ce que nous sommes et quelle audace est cela, une coquine de servante, de parler de la sorte devant son maître? Votre maître ne songe pas à ce qu'il fait, une servante bien sensée est en droit de le redresser. Oh! Insolente. Il faut que je t'assomme. Il est de mon devoir de m'opposer aux choses qui vous peuvent déshonorer. Bien, que je t'apprenne à parler. Je m'intéresse comme je dois à ne pas vous laisser faire de folie. Chienne! Non! Je consentirai jamais à ce mariage. Je veux pouvoir qu'elle épouse votre Thomas Diapharus. Et elle m'obéira plutôt que vous. Angélique, tu ne veux pas m'arrêter cette coquine-là? Et mon père, ne vous faites point malade. Si tu me l'arrêtes, je te donnerai ma malédiction. Moi, je la déshériterai si elle vous obéit. Oh, je n'en peux plus. Voilà pour me faire mourir. Qu'avez-vous, mon pauvre mari? Ah,
Ma femme, approchez. Venez-vous-en ici à mon secours. Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a, mon petit-fils? Mamie. Mon ami. On vient de me mettre en colère. Hélas, pauvre petit mari, comment donc, mon ami? Votre coquine de toilette est devenue plus insolente que jamais. Ne vous passionnez donc point. Elle m'a fait enrager, mamie. Doucement, mon fils. Elle a contrecarré 1 heure durant les choses que je veux faire. Là, tout doux. Il y a eu l'effronterie de me dire que je ne suis pas malade. C'est une impertinence. Ça est, mon cœur, ce qu'il en est. Oui, mon cœur, elle a tort. Mamie, cette coquine-là me fera mourir. Là. Elle est cause de toute la bile que je fais. Ne vous fâchez point tant. Il y a je ne sais combien que je vous dis de me la chasser. Mon Dieu, mon fils. Il n'y a point de serviteurs et de servantes qui n'aient leurs défauts. On est contraint parfois de souffrir leur mauvaise qualité à cause des bonnes. Celle-ci est adroite, soigneuse, diligente et surtout fidèle. Et vous savez qu'il faut maintenant de grandes précautions pour les gens que l'on prend. Oh là, Toinette! Madame, Pourquoi donc est-ce que vous mettez mon mari en colère? moi, madame, et là, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Et je ne songe qu'à complaire à monsieur en toutes choses. Oh, la traîtresse. Il nous a dit qu'il voulait donner sa fille en mariage au fils de monsieur Jeffarus. Je lui ai répondu que je trouvais le parti avantageux pour elle, mais que je croyais qu'il ferait mieux de la mettre dans un couvent. Il n'y a pas grand mal à cela. Et je trouve qu'elle a raison. Ah, maman, vous la croyez? C'est d'une scélérate, elle m'a dit sans insolence. Eh bien, je vous crois, mon ami, là. Remettez-vous. Écoutez, Toinette. Si vous fâchez jamais mon mari, je vous mettrai dehors. Ah. Ça, donnez-moi son manteau fourré et des oreillers, que je l'accommode dans sa chaise. Voilà, je ne sais comment. Enfoncez bien votre bonnet jusque sur vos oreilles. Il n'y a rien qui enrhume tant que de prendre l'air par les oreilles. Que je vous suis obligé, mamie, de tous les soins que vous prenez de moi. Levez-vous, que je mette ceci sous vous. Mettons celui-ci pour vous appuyer. Et celui-là de l'autre côté. Mettons celui-ci derrière votre dos. Et cet autre-là pour soutenir votre tête. Et celui-ci pour vous garder du sang. Oh, mon pile, tu vas m'étouffer. Et là, qu'est-ce que c'est donc? Je n'en puis plus. Pourquoi vous emportez ainsi? Elle a cru faire bien. Vous ne connaissez pas, Mamour, la malice de la pandarde? Oh, elle m'a mis tout hors de moi. Il faudra plus de 8 médecines et de 12 lavements pour réparer tout ceci. Là, mon petit ami. Apaisez-vous un peu. Mamie, vous êtes toute ma consolation. Pauvre petit-fils. Pour tâcher de reconnaître l'amour que vous me portez, je veux, mon cœur, comme je vous ai dit, faire mon testament. Ah, mon ami, ne parlons point de cela, je vous prie. Je ne saurais souffrir cette pensée. Et le seul mot de testament me fait tressaillir de douleur. Je vous avais dit de parler pour cela à votre notaire. Le voilà là-dedans que j'ai amené avec moi. Faites-le donc entrer, Mamour. Hélas, mon ami, quand on aime bien un mari, on n'est guère en état de songer à tout cela. Approchez, monsieur de Bonnefoy, approchez. Prenez un siège, s'il vous plaît. Ma femme m'a dit, monsieur, que vous étiez fort honnête homme et tout à fait de ses amis. Et je l'ai chargé de vous parler pour un testament que je veux faire. Hélas, je ne suis point capable de parler de ces choses-là. Elle m'a, monsieur, expliqué vos intentions et le dessein où vous êtes pour elle. Et j'ai à vous dire là-dessus que vous ne sauriez rien donner à votre femme par votre testament. Pourquoi? La coutume y résiste. Si vous étiez en pays de droit écrit, cela se pourrait faire, mais à Paris et dans les pays coutumiers, au moins dans la plupart, c'est ce qui ne se peut. Et la disposition serait nulle. Tout l'avantage qu'hommes et femmes conjoints par mariage se peuvent faire l'un à l'autre, c'est un don mutuel entre vifs. Encore faut-il qu'il n'y ait enfant, soit des deux conjoints ou de l'un d'eux, lors du décès du premier mourant. Voilà une coutume bien impertinente qu'un mari ne puisse rien laisser à une femme dont il est aimé tendrement et qui prend de lui tant de soin. J'aurais envie de consulter mon avocat pour voir comment je pourrais faire. Ce n'est point
à des avocats qu'il faut aller, car ils sont d'ordinaire sévères là-dessus, et s'imaginent que c'est un grand crime que de disposer en fraude de la loi. Ce sont gens de difficultés, et qui sont ignorants des détours de la conscience. Il faut de la facilité dans les choses. Autrement, nous ne ferions rien, et je ne donnerais pas un sou de notre métier. Ma femme m'avait bien dit, monsieur, que vous étiez fort habile et fort honnête homme. Comment puis-je faire, s'il vous plaît, pour lui donner mon bien et en frustrer mes enfants? Comment vous pouvez faire? Vous pouvez choisir doucement un ami intime de votre femme, auquel vous donnerez en bonne forme par votre testament tout ce que vous pouvez. Et cet ami ensuite lui rendra tout. Vous pouvez encore contracter un grand nombre d'obligations non suspectes au profit de divers créanciers qui prêteront leur nom à votre femme et entre les mains de laquelle ils mettront leur déclaration que ce qu'ils en ont fait n'a été que pour lui faire plaisir. Vous pouvez aussi, pendant que vous êtes en vie, mettre entre ses mains de l'argent comptant ou des billets que vous pouvez avoir, payables au porteur. Mon Dieu, il ne faut point vous tourmenter de tout cela. S'il vient à faute de vous, mon fils, je ne veux plus rester au monde. Mamie. Oui, mon ami. Si je suis assez malheureuse pour vous perdre, Ma chère femme. la vie ne me sera plus de rien. M'amour. Et je suivrai vos pas pour vous faire connaître la tendresse que j'ai pour vous. Oh, mamie, vous me fondez le cœur. Consolez-vous. Ces larmes sont hors de saison et les choses n'en sont point encore là. Ah, monsieur, vous ne savez pas ce que c'est qu'un mari qu'on aime tendrement. Tout le regret que j'aurai si je meurs, mon cœur, c'est de n'avoir point un enfant de vous. Monsieur Purgon m'avait dit qu'il m'en ferait faire un. Cela pourra venir encore. Il faut faire mon testament, mon amour, de la façon que monsieur dit. Mais par précaution, je vais vous mettre entre les mains 20 000 francs en or que j'ai dans le lambris de mon alcôve et 2 billets payables aux porteurs qui me sont dus, l'un par monsieur Damon et l'autre par monsieur Gérante. Non, non, je ne veux point de tout cela. Oh. Combien dites-vous qu'il y a dans votre alcôve? 20 000 francs, m'amour. Oh, ne me parlez point de bien, je vous prie. De combien sont les 2 billets? Ils sont, mamie, l'un de 4 000 francs et l'autre de 6. Tous les biens du monde, mon ami, ne me sont rien auprès de vous. Voulez-vous que nous procédions au testament? Oui, monsieur, mais ils seront mieux dans mon petit cabinet. M'amour, conduisez-moi, je vous prie. Allons, mon pauvre petit-fils. Les voilà, avec un notaire. J'ai ouï parler de testament. Votre belle-mère ne s'endort point, et c'est sans doute quelque conspiration contre vos intérêts. Ou elle pousse votre père. Il dispose de son bien à sa fantaisie, pourvu qu'il ne dispose point de mon cœur. Tu vois toi net les dessins violents que l'on fait sur lui. Oh, ne m'abandonne point, je te prie, dans l'extrémité où je suis. Moi, vous abandonnez. J'aimerais mieux mourir. Votre belle-mère a beau me faire sa confidente et me vouloir jeter dans ses intérêts. J'ai jamais pu avoir d'inclination pour elle. J'ai toujours été de votre parti. Laissez-moi faire. J'emploierai toutes choses pour vous servir. Mais pour vous servir avec plus d'effet, je veux changer de batterie, couvrir le zèle que j'ai pour vous et feindre d'entrer dans les sentiments de votre père et de votre belle-mère. Tâche, je t'en conjure, de faire donner avis à Cléante du mariage qu'on a conclu. Je n'ai personne employé à cet office. Que le vieux usurier, Polichinelle, mon amant. Il m'en coûtera pour cela quelques paroles de douceur que je veux bien dépenser pour vous. Pour aujourd'hui, il est trop tard. Mais demain, du grand matin, je l'enverrai quérir et il sera ravi. Voilà qu'on m'appelle. Bonsoir. Reposez-vous sur moi.
Que demandez-vous, monsieur? Ce que je demande, C'est vous? Que venez-vous faire, Céan? savoir ma destinée. Chut. Parlez à l'aimable Angélique. Consultez les sentiments de son cœur et lui demander ses résolutions sur ce mariage fatal dont on m'a averti. Oui, mais on parle pas comme ça de but en blanc, Angélique, il faut des mystères. Et l'on vous a dit, l'étroite garde doit les retenus, qu'on ne la laisse ni sortir ni parler à personne, et que ce ne fut que la curiosité d'une vieille tante qui nous fit accorder la liberté d'aller à cette comédie qui donna lieu à la naissance de votre passion, et nous nous sommes bien gardés depuis de parler de cette Et aventure. aussi ne viens-je pas ici comme Cléante et sous l'apparence de son amant, mais comme ami de son maître de musique, dont j'ai obtenu le pouvoir de dire qu'il m'envoie à sa place. Voici son père, retirez-vous un peu et me laissez lui dire que vous êtes là. Monsieur Purgon m'a dit de me promener le matin dans ma chambre 12 allées et 12 venues, mais j'ai oublié à lui demander si c'est en long ou en large. Monsieur, Par le bas, Panda, tu viens m'ébranler tout le cerveau. Et tu ne songes pas qu'il ne faut pas parler si haut à des malades. je voulais vous dire... Par le bas, monsieur- te dis-je. Monsieur, Hein? je dis que... Qu'est-ce que tu dis? Je dis que voilà un homme qui veut parler à vous. Qu'il vienne. Monsieur, Chut, parlez pas si haut. De peur d'ébranler le cerveau de monsieur. Monsieur, je suis ravi de vous trouver debout et de voir que vous vous portez mieux. Comment qu'il se porte mieux? Cela est faux. Monsieur se porte toujours mal. J'ai ouï dire que monsieur était mieux et je lui trouve bon visage. Que voulez-vous dire avec votre bon visage? Monsieur l'a fort mauvais. Et ce sont des impertinents qui vous ont dit qu'il était mieux. Il ne s'est jamais si mal porté. Elle a raison. Il marche, dort, mange et boit, tout comme les autres, mais cela n'empêche pas qu'il ne soit fort malade. Cela est vrai. Monsieur, j'en suis au désespoir. Je viens de la part du maître à chanter... de mademoiselle votre fille. Il s'est vu obligé d'aller à la campagne pour quelques jours et comme son ami intime, il m'envoie à sa place pour lui continuer ses leçons, de peur qu'en les interrompant, elle ne vînt à oublier ce qu'elle sait déjà. Fort bien. Appelez Angélique. Oh, je crois, monsieur, qu'il sera mieux de mener monsieur à sa chambre. Non, faites l'avenir. Il ne pourra lui donner leçon comme il faut, une leçon en particulier. Si fait. Monsieur, ça devrait vous étourdir. Il ne faut rien pour vous émouvoir en l'état où vous êtes et vous ébranler le cerveau. Point. J'aime la musique et je serai bien aise. Ah bah la voici. Allez vous en voir, vous, si ma femme est habillée. Venez, ma fille. Votre maître de musique est allé au chant et voilà une personne qui l'envoie à sa place pour vous montrer. Qu'est-ce? D'où vient cette surprise? C'est
Quoi? Qui vous émeut de la sorte? C'est mon père, une aventure surprenante qui se rencontre ici. Comment? J'ai songé cette nuit que j'étais dans le plus grand embarras du monde et qu'une personne faite tout comme monsieur s'est présentée à moi, à qui j'ai demandé secours et qui m'est venue tirer de la peine où j'étais et ma surprise a été grande de voir inopinément, en arrivant ici, ce que j'ai eu dans l'idée toute la nuit. Ce n'est pas être malheureux que d'occuper votre pensée, soit en dormant, soit en veillant. Et mon bonheur serait grand sans doute si vous étiez dans quelque peine dont vous me jugeassiez digne de vous tirer. Et il n'y a rien que je ne fisse pas. Ma foi, monsieur, je suis pour vous maintenant, je me dédie de tout ce que je disais hier. Voici monsieur Diaphorus le père et monsieur Diaphorus le fils qui viennent vous rendre visite, que vous serez bien engendré. Vous allez voir le garçon, le mieux fait du monde et le plus spirituel. Il n'a dit que 2 mots qui m'ont ravi et votre fille va être charmée de lui. Ne vous en allez pas, monsieur. C'est que je marie ma fille. Et voilà qu'on lui amène son prétendu mari qu'elle n'a point encore vu. C'est m'honorer beaucoup, monsieur, de vouloir que je sois témoin d'une entrevue si agréable. C'est le fils d'un habile médecin. Et le mariage se fera dans 4 jours. Fort bien. Mandez-le un peu à son maître de musique, afin qu'il se trouve à la noce. Je n'y manquerai pas. Je vous y prie aussi. Vous me faites beaucoup d'honneur. Allons, qu'on se range, les voici. Monsieur Purgon, monsieur m'a défendu de découvrir ma tête. Vous êtes du métier, vous savez les conséquences. Nous sommes dans toutes nos visites pour porter secours aux malades, et non pour leur porter de l'incommodité. Nous venons ici, monsieur, avec beaucoup mon de fils joie, Thomas et l'honneur que moi, vous me faites. témoigner, Et monsieur, j'aurais souhaité de le pouvoir aller ravissement chez vous que nous sommes, pour vous de en la grâce assurer. que vous nous faites, Mais de vous vouloir savez bien nous ce que c'est, recevoir monsieur, qu'un dans pauvre l'honneur, malade, monsieur, de votre il ne peut alliance. faire autre Et vous chose que assurer de vous que dire dans les ici choses qui dépendent qu'il de notre cherchera toutes les métier, occasions de même qu'en de tout vous faire autre, connaître, nous serons toujours prêts, monsieur, monsieur, qu'il à est vous tout à témoigner votre notre service. geste. Allons, Thomas, avancez. Faites vos compliments. N'est-ce pas par le père qu'il convient commencer? Oui. Monsieur, je viens saluer, reconnaître, chérir et révérer en vous un second père. Mais un second père auquel j'ose dire que je me trouve plus redevable qu'au premier. Le premier m'a engendré, mais vous m'avez choisi. Il m'a reçu par nécessité, mais vous m'avez accepté par grâce. Ce que je tiens de lui est un ouvrage de son corps, mais ce que je tiens de vous est un ouvrage de votre volonté, et d'autant plus que les facultés spirituelles sont au-dessus des corporelles, d'autant plus je vous dois, et d'autant plus je tiens précieuse cette future filiation dont je viens aujourd'hui vous rendre par avance les très simples et très respectueux hommages. Vive les collèges d'où l'on sort si habile homme. Cela a-t-il bien été, mon père? Optimiste. Allons. Saluez, monsieur. Baiserai-je? Oui, oui. Madame, c'est avec justice que le ciel vous a concédé le nom de belle mère, puisque l'on... Ce n'est pas ma femme, mais ma fille à qui vous parlez. Où donc est-elle? Elle va venir. Attendrai-je, mon père, qu'elle soit venue? Faites toujours le compliment de mademoiselle. Mademoiselle, ne plus ne moins que la statue de même nom rendait un son harmonieux lorsqu'elle venait à être éclairée des rayons du soleil. Tout de même, me songe, animé d'un doux transport, l'apparition du soleil, de vos beautés, et comme les naturalistes remarquent que la fleur nommée héliotrope tourne sans cesse vers cet astre du jour aussi, mon cœur, dans son avant, tournera-t-il toujours vers les astres resplendissants de vos yeux adorables, ainsi que vers son pôle unique. Souffrez donc, mademoiselle, que j'appende aujourd'hui à l'autel de vos charmes l'offrande de ce cœur qui ne respire ni n'ambitionne autre gloire que d'être toute sa vie, mademoiselle, votre très humble, très obéissant et très fidèle serviteur. Et mari. Voilà ce que c'est que d'étudier. On apprend à dire de belles choses. Hein? Que dites-vous de cela? Que monsieur fait merveille. Et que s'il est aussi bon médecin qu'il est bon orateur, il y aura plaisir à être de ses malades. Assurément, ce sera quelque chose d'admirable s'il fait d'aussi belles cures qu'il fait de beaux discours.
Allons vite, ma chaise. Et des sièges à tout le monde. Mettez-vous là, ma fille. Vous voyez, monsieur, que tout le monde admire monsieur votre fils. Et je vous trouve bien heureux de vous voir un garçon comme cela. Monsieur, ce n'est pas parce que je suis son père, mais je puis dire que j'ai sujet d'être content de lui, et que tous ceux qui le voient en parlent comme d'un garçon qui n'a point de méchanceté. Il n'a jamais eu l'imagination bien vive, ni ce feu d'esprit qu'on remarque dans quelques-uns. Mais c'est par là que j'ai toujours bien auguré de sa judiciaire, qualité requise pour l'exercice de notre art. Lorsqu'il était petit, il n'a jamais été ce qu'on appelle éveillé. On le voyait toujours doux, paisible, taciturne, ne disant jamais mot et ne jouant jamais à tous ces petits jeux que l'on nomme enfantins. On eut toutes les peines du monde à lui apprendre à lire. Et il avait 9 ans qu'il ne connaissait pas encore ses lettres. Bon, disais-je en moi-même, les arbres tardifs sont ceux qui portent les meilleurs fruits. On grave sur le marbre bien plus malaisément que sur le sable, mais les choses y sont conservées plus longtemps. Et cette lenteur à comprendre, cette pesanteur d'imagination est la marque d'un bon jugement à venir. Lorsque je l'envoyais au collège, il trouva de la peine, mais il se roidissait contre les difficultés. Ses régents se louaient toujours à moi de son assiduité, de son travail. Enfin, à force de battre le fer, il en est venu glorieusement à avoir ses licences. Et je puis dire sans vanité que depuis 2 ans qu'il est sur les bancs, il n'y a point de candidat qui fait plus de bruit que lui dans toutes les disputes de notre école. Il s'y est rendu redoutable. Et il ne s'y passe point d'acte où il n'aille argumenter à outrance pour la proposition contraire. Il est ferme dans la dispute, fort comme un Turc sur ses principes, ne démord jamais de son opinion et poursuit un raisonnement jusque dans les derniers recoins de la logique. Mais sur toute chose, ce qui me plaît en lui, et en quoi il suit mon exemple, c'est qu'il s'attache aveuglément aux opinions de nos anciens et que jamais il n'a voulu comprendre ni écouter les raisons et les expériences des prétendues découvertes de notre siècle touchant la circulation du sang et autres opinions de même farine. J'ai, contre les circulateurs, soutenu une thèse. Qu'avec la permission de monsieur, j'ose présenter à mademoiselle comme un hommage que je lui dois des prémices de mon esprit. Monsieur, c'est pour moi un meuble inutile. Je ne me connais pas à ces choses-là. Oh. Donnez. Elle est toujours bonne à prendre pour l'image. Cela servira à parer notre chambre. Avec la permission aussi de monsieur, je vous invite à venir voir l'un de ces jours, pour vous divertir, la dissection d'une femme. Sur quoi je dois raisonner. Le divertissement sera agréable. Il y en a qui donnent la comédie à leur maîtresse, mais donner une dissection est quelque chose de plus galant. Au reste, pour ce qui est des qualités requises pour le mariage et la propagation, je vous assure que selon les règles de nos docteurs, il est tel qu'on le peut souhaiter, qu'il possède en un degré louable la vertu prolifique et qu'il ait du tempérament qu'il faut pour engendrer et procréer des enfants bien conditionnés. N'est-ce pas votre intention, monsieur, de le pousser à la cour et d'y ménager pour lui une charge de médecin? À vous en parler franchement, notre métier auprès des grands ne m'a jamais paru agréable. Et j'ai toujours trouvé qu'il valait mieux pour nous autres demeurer au public. Le public est commode. Vous n'avez à répondre de vos actions à personne. Et pourvu que l'on suive le courant des règles de l'art, on ne se met point en peine de tout ce qui peut arriver. Mais ce qu'il y a de fâcheux auprès des grands, c'est que quand ils viennent à être malades, ils veulent absolument que leur médecin les guérisse. Oh, soyez plaisant. Ils sont bien impertinents de vouloir que vous autres, messieurs, vous les guérissiez. Vous n'êtes point auprès d'eux pour cela, vous n'y êtes que pour recevoir vos pensions, leur ordonner des remèdes. C'est à eux de guérir, s'ils peuvent. Cela est vrai. On n'est obligé qu'à traiter les gens dans les formes. Monsieur, faites un peu chanter ma fille devant la compagnie. J'attendais vos ordres, monsieur. Et il m'est venu en pensée pour divertir la compagnie de chanter avec mademoiselle une scène d'un petit opéra qu'on a fait depuis peu. Tenez. Voilà votre partie. Moi, Ne vous défendez point, s'il vous plaît, et me laissez vous faire comprendre ce que c'est que la scène que nous devons chanter. Je n'ai pas une voix à chanter.
Mais il suffit ici que je me fasse entendre, et l'on aura la bonté de m'excuser par la nécessité où je me trouve de faire chanter mademoiselle. Les vers en sont-ils beaux? C'est proprement ici un petit opéra impromptu, et vous n'allez entendre chanter que de la prose cadencée ou des manières de vers libres, telles que la passion et la nécessité peuvent faire trouver à deux personnes qui disent les choses d'eux-mêmes et parlent sur le champ. Fort bien. Écoutons. Voici le sujet de la scène. Un berger était attentif aux beautés d'un spectacle qui ne faisait que commencer. Lorsqu'il fut tiré de son attention par un bruit qu'il entendit à ses côtés. Il se retourne et voit un brutal qui, de paroles insolentes, maltraitait une bergère. D'abord, il prend les intérêts d'un sexe à qui tous les hommes doivent hommage. Et après avoir donné au brutal le châtiment de son insolence, il vient à la bergère et voit une jeune personne qui, des deux plus beaux yeux qu'il eût jamais vus, versait des larmes qu'il trouva les plus belles du monde. Hélas. Dit-il en lui-même, est-on capable d'outrager une personne si aimable? Et quel inhumain, quel barbare ne serait touché par de telles larmes? Il prend soin de les arrêter, ces larmes qu'il trouve si belles. Et l'aimable bergère prend soin, en même temps, de le remercier de son léger service, mais d'une manière si charmante, si tendre et si passionnée que le berger n'y peut résister. Tout le spectacle passe sans qu'il y prête aucune attention, mais il se plaint qu'il est trop court, parce qu'en finissant, il le sépare de son adorable bergère. Et de cette première vue, de ce premier moment, il emporte chez lui tout ce qu'un amour de plusieurs années peut avoir de plus violent. Le voilà aussitôt à sentir tous les maux de l'absence, et il est tourmenté de ne plus voir ce qu'il a si peu vu. Il fait tout ce qu'il peut pour se redonner cette vue, dont il conserve nuit et jour une si chère idée. Mais la grande contrainte dont tient sa bergère lui en ôte tous les moyens. La violence de sa passion le fait résoudre à demander en mariage l'adorable beauté sans laquelle il ne peut plus vivre. Et il en obtient d'elle la permission par un billet qu'il a l'adresse de lui faire tenir. Mais, dans le même temps, on l'avertit que le père de cette belle a conclu son mariage avec un autre, et que tout se dispose pour en célébrer la cérémonie. Jugez quelle atteinte cruelle au cœur de ce triste berger. Le voilà accablé d'une mortelle douleur. Il ne peut souffrir l'effroyable idée de voir tout ce qu'il aime entre les bras d'un autre. Et son amour au désespoir lui fait trouver moyen de s'introduire dans la maison de sa bergère pour apprendre ses sentiments et savoir d'elle la destinée à laquelle il doit se résoudre. Il y rencontre les apprêts de tout ce qu'il craint. Il y voit venir l'indigne rival que le caprice d'un père oppose aux tendresses de son amour. Il le voit triomphant, ce rival ridicule, auprès de l'aimable bergère, ainsi qu'auprès d'une conquête qui lui est assurée. Et cette vue le remplit d'une colère dont il a peine à se rendre maître. Il jette de douloureux regards sur celle qu'il adore, mais sans respect. Et la présence de son père l'empêche de lui rien dire que des yeux. Mais enfin, il force toute contrainte, et le transport de son amour l'oblige à lui parler ainsi.
belle Phyllis. C'est trop. C'est trop souffrir. Rompons ce dur silence et m'ouvrez vos pensées. Apprenez-moi ma destinée. Faut-il vivre, faut-il mourir? Vous me voyez, Tircis, triste et mélancolique, aux apprêts de l'hymen dont vous vous alarmez. Je lève au ciel les yeux, je vous regarde, je soupire. C'est vous en dire assez. Ouais. Je ne croyais pas que ma fille fût si habile que de chanter ainsi. À livre ouvert, sans hésiter. Hélas, belle Phyllis, se pourrait-il que l'amoureux Tircis eût assez de bonheur pour avoir quelque place en votre cœur? Je ne m'en défends point dans cette peine extrême. Oui, Tircis, je vous aime. Ai-je bien entendu? Hélas, redites-le, Phyllis, que je n'en doute pas. Recommencez sans foi, ne vous lassez pas, mais un rival. Ah, je le hais plus que la mort. Je vous Et sa aime, présence je vous m'est un aime, cruel je vous supplice. aime, Plutôt je vous mourir aime, que jamais je y vous consentir. aime, Plutôt mourir. Et que dit le père à tout cela? Il ne dit rien. Voilà un sot père que ce père-là, de souffrir toutes ces sottises-là sans rien dire. Ah, mon amour. Ah non, voilà assez. Cette comédie-là est de fort mauvais exemple. Le berger Tircis est un impertinent, et la bergère Phyllis une impudente de parler de la sorte devant son père. Montrez-moi ce papier. Ah. Où sont donc les paroles que vous avez dites? Il n'y a là que de la musique écrite. Est-ce que vous ne savez pas, monsieur, qu'on a trouvé depuis peu l'invention d'écrire les paroles avec les notes même Fort bien. Je suis votre serviteur, monsieur. Jusqu'au revoir. Nous nous serions bien passés de votre impertinent d'opéra. J'ai cru vous divertir. Les sottises ne divertissent point. Ah, voici ma femme, Mamour. Voilà le fils de monsieur Diafoirus. Madame, c'est avec justice que le ciel vous a concédé le nom de belle mère, puisque l'on voit sur votre visage... Monsieur, je suis ravie d'être venue ici à propos pour avoir l'honneur de vous voir. Puisque l'on voit sur votre visage... Puisque l'on voit sur votre visage, Madame, vous m'avez interrompu dans le milieu de ma période, et cela m'a troublé la mémoire. On m'a réservé cela pour une autre fois. Je voudrais, mamie, que vous eussiez été là tantôt. Oh, madame, vous avez bien perdu de n'avoir point été au second père, à la statue de même nom et à la fleur nommée Héliotrope. Allons, ma fille, touchez dans la main de monsieur et lui donnez votre foi comme à votre mari. Mon père, Eh ben, mon père, qu'est-ce que ça veut dire? de grâce, ne précipitez pas les choses. Donnez-nous au moins le temps de nous connaître et de voir naître en nous l'un pour l'autre cette inclination si nécessaire à composer une union parfaite. Quant à moi, mademoiselle, elle est déjà toute née en moi, et je n'ai pas besoin d'attendre davantage. Si vous êtes si prompt, monsieur, il n'en est pas de même de moi. Si je vous avoue que votre mérite n'a pas encore fait assez d'impression dans mon âme. Oh, bien, bien. Cela aura tout le loisir de se faire quand vous serez mariés ensemble. Mon père, donnez-moi du temps, je vous prie. Le mariage est une chaîne où l'on ne doit jamais soumettre un cœur par force. Et si monsieur est honnête homme, il ne doit point vouloir accepter une personne qui sera à lui par contrainte. Nego consequentiam, mademoiselle. Et je puis être honnête et vouloir bien vous accepter des mains de monsieur votre père. C'est un méchant moyen de se faire aimer de quelqu'un que de lui faire violence. Nous lisons des anciens,
Mademoiselle, que leur coutume était d'enlever par force de la maison des pères les filles qu'on menait mariées, afin qu'il ne semblât pas que ce fût de leur consentement qu'elles convalaient dans les bras d'un homme. Les anciens, monsieur, sont les anciens. Et nous sommes les gens de maintenant. Les grimaces ne sont point nécessaires dans notre siècle. Et quand un mariage nous plaît, nous savons fort bien y aller sans qu'on nous y traîne. Donnez-vous patience. Si vous m'aimez, monsieur, vous devez vouloir tout ce que je veux. Oui, mademoiselle. Jusqu'aux intérêts de mon amour, exclusivement. Et la grande marque d'amour, c'est d'être soumis aux volontés de celle qu'on aime. Distinguo, mademoiselle, dans ce qui ne regarde point sa possession, concedo, mais dans ce qui la regarde, nego. Vous avez beau raisonner, monsieur effray et moulu du collège, il vous donnera toujours votre reste. Pourquoi tant résister et refuser la gloire d'être attaché au corps de la faculté? Elle a peut-être quelque inclination en tête. Si j'en avais, madame, elle serait telle que la raison et l'honnêteté pourraient me la permettre. Ouais, je joue ici un plaisant personnage. Si j'étais que de vous, mon fils, je ne la forcerais point à se marier. Et je sais bien ce que je ferais. Je sais, madame, ce que vous voulez dire. Et les bontés que vous avez pour moi, mais peut-être que vos conseils ne seront pas assez heureux pour être exécutés. C'est que les filles bien sages et bien honnêtes comme vous se moquent d'être obéissantes et soumises aux volontés de leur père. Ça a été beau autrefois. Le devoir d'une fille a des bornes, madame. Et la raison et les lois ne l'étendent point à toutes sortes de choses. C'est-à-dire que vos pensées ne sont que pour le mariage, mais vous voulez choisir un époux à votre fantaisie? Si mon père ne veut pas me donner un mari qui me plaise, je le conjurerai au moins de ne me point forcer à en épouser un que je ne puisse pas aimer. Oh! Messieurs, je vous demande pardon de tout ceci. Chacun a son but en se mariant. Pour moi qui ne veux un mari que pour l'aimer véritablement et qui prétend en faire tout l'attachement de ma vie, je vous avoue que j'y cherche quelques précautions. Il n'y en a d'aucunes qui prennent des maris seulement pour se tirer de la contrainte de leurs parents et se mettre en état de faire tout ce qu'elles voudront. Il y en a d'autres, madame, qui font du mariage un commerce de pur intérêt, qui ne se marient que pour gagner des douaires, que pour s'enrichir par la mort de ceux qu'elles épousent, et courent sans scrupule de mari en mari pour s'approprier leur dépouille. À ces personnes-là, la vérité, ils cherchent pas tant de façon et regardent peu la personne. Je vous trouve aujourd'hui bien raisonnante. Et je voudrais bien savoir ce que vous voulez dire par là. Moi, madame, et que voudrais-je dire que ce que je dis? Vous êtes si sotte, mamie, qu'on ne saurait plus vous souffrir. Vous voudriez bien, madame, m'obliger à vous répondre quelque impertinence. Mais je vous avertis que vous n'aurez pas cet avantage. Il n'est rien d'égal à votre insolence. Non, madame, vous avez beau dire. Et vous avez un ridicule orgueil, une impertinente présomption qui fait hausser les épaules à tout le monde. Tout cela, madame, ne servira de rien, je serai sage, en dépit de vous. Et pour vous ôter l'espérance de pouvoir réussir dans ce que vous voulez, je vais m'ôter de votre vue. Écoute, il n'y a pas de milieu à cela. Choisis d'épouser dans 4 jours, ou monsieur, ou un couvent. Ah! Ne vous mettez pas en peine, je l'arrangerai bien. Je suis fâchée de vous quitter, mon fils, mais j'ai une affaire en ville dont je ne puis me dispenser. Je reviendrai bientôt. Allez, maman, et passez chez votre notaire, afin qu'il expédie ce que vous savez. Adieu, mon petit ami. Adieu. Mamie! Ah! Voilà une femme qui m'aime. Ça n'est pas croyable. Nous allons, monsieur, prendre congé de vous. Je vous prie, monsieur, de me dire un peu comment je suis. Allons, Thomas. Prenez l'autre bras de monsieur, pour voir si vous saurez porter un bon jugement de son pouls. Quid dicis? Dico que le pouls de monsieur est le pouls d'un homme qui ne se porte point bien. Bon. Qu'il est duriuscule, pour ne pas dire dur. Fort bien. Repoussant. Bene. Et même un peu caprisant. Optime. Ce qui marque une intempérie dans le parenchyme splénique. C'est-à-dire la rate. Fort bien. Non. Monsieur Purgon dit que c'est mon foie qui est malade. Eh oui. Qui dit parenchyme dit l'un et l'autre. À cause de l'étroite sympathie qu'ils ont ensemble par le moyen du vase brève et du pylore et souvent des méas colédoques. Il vous ordonne sans doute de manger force rôti. Non. Rien que du bouilli. Eh oui. Rôti, bouilli, même chose. Il vous ordonne fort prudemment et vous ne pouvez être en la meilleure main. Ah. Monsieur,
Combien est-ce qu'il faut mettre de grains de sel dans un œuf? 6, 8, 10 par les nombres pairs, comme pour les médicaments pour les nombres impairs. Jusqu'au revoir. Monsieur! Je viens, mon fils, avant que de sortir, vous donner avis d'une chose à laquelle il faut que vous preniez garde. En passant par devant la chambre d'Angélique, j'ai vu un jeune homme avec elle, qui s'est sauvé d'abord qu'il m'a vu. Un jeune homme avec ma fille? Oui! Votre petite fille Louison était avec eux, qui pourra vous en dire des nouvelles. Envoyez-la ici, Mamour. Envoyez-la ici. Oh, l'effronté. Je ne m'étonne plus de sa résistance. Qu'est-ce que vous voulez, mon papa? Ma belle-maman m'a dit que vous me demandez. Oui. Venez ça. Avancez-là. Tournez-vous. Levez les yeux. Regardez-moi. Quoi, mon papa? Là. Quoi? N'avez-vous rien à me dire? Je vous dirai, si vous voulez, pour vous désennuyer, le conte de Podane, ou bien la fable du corbeau et du renard qu'on m'a prise depuis peu. Ce n'est pas là ce que je demande. Quoi donc? Oh, rusé. Vous savez bien ce que je veux dire. Pardonnez-moi, mon papa. Est-ce là comme vous m'obéissez? Quoi? Ne vous ai-je pas recommandé de me venir dire d'abord tout ce que vous voyez? Oui, mon papa. L'avez-vous fait? Oui, mon papa. Je vous suis venu dire tout ce que j'ai vu. Et n'avez-vous rien vu aujourd'hui? Non, mon papa. Non? Non, mon papa. Assurément? Assurément. Ah ça. Je m'en vais vous faire voir quelque chose, moi. Mon papa! Ah, petite masque, vous ne me dites pas que vous avez vu un homme dans la chambre de votre sœur. Mon papa! Voici qui vous apprendra à mentir. Ah, mon papa, je vous demande pardon. C'est que ma sœur m'avait dit de ne pas vous le dire, mais je m'en vais vous dire tout. Il faut premièrement que vous ayez le fouet pour avoir menti. Et puis après, nous verrons le reste. Pardon, mon papa! Non, non. Mon pauvre papa, ne me donnez pas le fouet. Vous l'aurez. Au nom de Dieu, mon papa, que je ne l'ai pas. Allons. Allons. Ah, mon papa, vous m'avez blessé. Attendez, je suis morte. Voilà, qu'est-ce que c'est là? Louison. Louison. Oh mon Dieu. Louison. Oh, ma fille. Oh, malheureux. Ma pauvre fille est morte. Oh, misérable que je fais. Oh, chienne de verge. La peste soit une verge. Ma pauvre fille. Ma pauvre petite Louison. Là, mon papa, ne pleurez point tant. Je ne suis pas morte tout à fait. Voyez-vous la petite rusée. Ah ça. Je vous pardonne pour cette fois-ci. Pourvu que vous me disiez bientôt. Oh oui, mon papa. Prenez-y bien garde au moins. Car voilà un petit doigt qui sait tout, qui me dira si vous mentez. Mais mon papa, ne dites pas à ma sœur que je vous l'ai dit. Non, non. C'est mon papa qu'il est venu un homme dans la chambre de ma sœur comme j'y étais. Eh bien? Je lui ai demandé ce qu'il demandait, et il m'a dit qu'il était son maître à chanter. Ah, voilà l'affaire. Eh bien? Ma sœur est venue après. Eh bien? Elle lui a dit « Sortez, 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 mon Dieu, sortez, vous me mettez au désespoir. » Eh bien? Et lui, il ne voulait pas sortir. Qu'est-ce qu'il lui disait? Il lui disait je ne sais combien de choses. Et quoi encore? Il lui disait tout ci, tout ça, qu'il aimait bien, et qu'elle était la plus belle du monde. Et puis après? Et puis après, il se mettait à genoux devant elle. Et puis après? Et puis après, il lui baisait les mains. Et puis après? Et puis après, ma belle-maman est venue à la porte et il s'est enfui. Il n'y a pas autre chose? Non, papa. Voilà mon petit doigt pourtant, qui gronde quelque chose. Attendez. Hein?
Ah oui! Voilà mon petit doigt qui me dit quelque chose que vous avez vu et que vous ne m'avez pas dit. Ah, mon papa, votre petit doigt est un menteur. Prenez garde! Non, mon papa, ne le croyez pas, il ment, je vous assure. Hein? Hein? Bien, bien, nous verrons ça. Allez-vous-en. Et prenez bien garde à tout. Oh, il n'y a plus d'enfants. Oh, que d'affaires. Je n'ai pas seulement le loisir de songer à ma maladie. En vérité, je n'en puis plus. Eh bien, mon frère, qu'est-ce? Comment vous portez-vous? Oh, mon frère, fort mal. Comment fort mal? Ah oui. Je suis dans une faiblesse si grande que ça n'est pas croyable. Voilà qui est fâcheux. Je n'ai pas seulement la force de pouvoir parler. J'étais venu ici, mon frère, vous proposer un parti pour ma nièce Angélique. Ah, mon frère! Ne parlons pas de cette friponne-là. C'est une coquine, une impertinente et une effrontée, que je veux mettre dans un couvent avant qu'il soit 2 jours. Ah, voilà qui est bien. Je suis bien aise que la force vous revienne un peu, que ma visite vous fasse du bien. Ah. Oh, ça, nous parlerons d'affaires tantôt. Je vous amène ici un divertissement que j'ai rencontré, qui dissipera votre chagrin et vous rendra l'âme mieux disposée aux choses que nous avons à dire. Et cela vaudra bien une ordonnance de M. Purgon. Allons! Profitez du printemps de vos beaux ans, aimable jeunesse. Profitez du printemps de vos beaux ans, donnez-vous à la tendresse. Les plaisirs les plus charmants, sans l'amoureuse flamme, pour contenter une âme, n'ont point d'attrait assez puissant. Profitez du printemps de vos beaux ans, aimable jeunesse. Profitez du printemps de vos beaux ans, donnez-vous à la tendresse. Ne perdez point ces précieux temps, la beauté passe, le temps efface, la toute place vient à sa place, qui nous ont le cours de ce tour à ce temps. Profitez du printemps de vos beaux ans, aimable jeunesse. Profitez du printemps de vos beaux ans, donnez-vous à la tendresse. Quand aimer on nous presse, à quoi songez-vous? Nos cœurs dans la jeunesse, nos vers la tendresse, qu'un penchant trop doux. Mais tout ce qu'on écoute des vives douleurs et des pleurs qui nous coûtent fait qu'on en redoute toutes les douceurs. Profitez du printemps de vos beaux ans, aimable jeunesse. Profitez du printemps de vos beaux ans, donnez-vous à la tendresse. Il est doux à notre âge d'aimer tendrement à l'avant qui s'engage, mais s'il est dans l'âge, hélas quel est tout bon. Quel parti faut-il prendre pour nos jeunes cœurs? Pour nous y rendre malgré ses rigueurs. Profitez du printemps de vos beaux ans, aimable jeunesse. Profitez du printemps de vos beaux ans, donnez-vous à la tendresse. Oui, suivons nos ardeurs, ces transports, ces caprices, ces douces langueurs. Eh bien, mon frère, qu'en dites-vous? Cela ne vaut-il pas bien une prise de casse? Ah, de bonne casse et bonne. Oh ça, voulez-vous que nous parlions un peu ensemble? Un peu de patience, mon frère. Je vais revenir. Tenez, monsieur, vous ne songez pas que vous sauriez marcher sans bâton? Tu as raison. N'abandonnez pas, s'il vous plaît, les intérêts de votre nièce. J'emploierai toute chose pour lui obtenir ce qu'elle souhaite. Il faut absolument empêcher ce mariage extravagant qu'il s'est mis dans la fantaisie. Et j'avais songé en moi-même que ça aurait été une bonne affaire de pouvoir introduire ici un médecin à notre poste pour le dégoûter de son monsieur Purgon et lui décrier sa conduite. Mais comme nous n'avons personne en main pour cela, j'ai résolu de jouer un tour de ma tête. Comment? C'est une imagination burlesque. Cela sera peut-être plus heureux que sage. Laissez-moi faire. Agissez de votre côté. Voici notre homme. Vous voulez bien, mon frère, que je vous demande, avant toute chose, de ne vous point échauffer l'esprit dans notre conversation. Voilà qui est fait. De répondre sans nulle aigreur aux choses que je pourrais vous dire. Oui. Et de raisonner ensemble sur les affaires dont nous avons à parler avec un esprit détaché de toute passion. Mon Dieu, oui. On l'a bien du préambule. D'où vient, mon frère, qu'ayant le bien que vous avez, et n'ayant d'enfant qu'une fille, car je ne compte pas la petite, d'où vient, dis-je, que vous parlez de la mettre dans un couvent? D'où vient
mon frère, que je suis maître dans ma famille pour faire ce que bon me semble. Votre femme ne manque pas de vous conseiller, de vous défaire ainsi de vos deux filles. Et je ne doute point que par un esprit de charité, elle ne fut ravie de les voir toutes de bonnes religieuses. Ah, ça, nous y voici. Voilà d'abord la pauvre femme en jeu. C'est elle qui fait tout le mal et tout le monde lui en veut. Non, mon frère, laissons-la là. C'est une femme qui a les meilleures intentions du monde pour votre famille et qui est détachée de toutes sortes d'intérêts. Qui a pour vous une tendresse merveilleuse et qui montre pour vos enfants une affection et une bonté qui n'est pas concevable, cela est certain. N'en parlons point et revenons à votre fille. Sur quelle pensée, mon frère, la voulez-vous donner en mariage au fils d'un médecin? Sur la pensée, mon frère, de me donner un gendre tel qu'il me faut. Et ce n'est point là, mon frère, le fait de votre fille. Il se présente un parti plus sortable pour elle. Oui, mais celui-ci, mon frère, est plus sortable pour moi. Mais le mari qu'elle doit prendre doit-il être mon frère ou pour elle ou pour vous? Il doit être mon frère et pour elle et pour moi. Et je veux mettre dans ma famille les gens dont j'ai besoin. Par cette raison-là, si votre petite était grande, vous lui donneriez en mariage un apothicaire? Et pourquoi non? Est-il possible que vous serez toujours en béguiné de vos apothicaires et de vos médecins et que vous vouliez être malade en dépit des gens et de la nature? Comment l'entendez-vous, mon frère? J'entends, mon frère, que je ne vois point d'homme qui soit moins malade que vous. Et que je ne demanderai point une meilleure constitution que la vôtre. Une grande marque que vous portez bien, que vous avez un corps parfaitement bien composé, c'est qu'avec tous les soins que vous avez pris, vous n'avez pu parvenir encore à gâter la bonté de votre tempérament. Et que vous n'êtes point crevé de toutes les médecines qu'on vous a fait prendre. Mais savez-vous, mon frère, que c'est cela qui me conserve. Et que M. Purgon dit que je succomberais s'il était seulement 3 jours sans prendre soin de moi. Si vous n'y prenez garde, il prendra tant de soin de vous qu'il vous enverra en l'autre monde. Mais raisonnons un peu, mon frère. Vous ne croyez non point à la médecine? Non, mon frère. Je ne vois pas que pour son salut, il soit nécessaire d'y croire. Quoi? Vous ne tenez pas pour véritable une chose établie par tout le monde et que tous les siècles ont révérée? Bien loin de la tenir véritable, je la trouve entre nous une des plus grandes folies qui soit parmi les hommes. Et à regarder les choses en philosophe, je ne vois point de plus plaisante momerie. Je ne vois rien de plus ridicule qu'un homme qui se veut mêler d'en guérir un autre. Pourquoi ne voulez-vous pas, mon frère, qu'un homme en puisse guérir un autre? Mais par la raison, mon frère, que les ressorts de notre machine sont des mystères jusqu'ici où les hommes ne voient goutte, et que la nature nous a mis au-devant des yeux des voiles trop épais pour y connaître quelque chose. Les médecins ne savent donc rien à votre compte. Si fait, mon frère, ils savent la plupart de fort belles humanités, savent parler en beau latin, savent nommer en grec toutes les maladies, les définir et les diviser, mais pour ce qui est de les guérir, c'est ce qu'ils ne savent point du tout. Mais toujours faut-il demeurer d'accord, mon frère, que sur cette matière, les médecins en savent plus que les autres. Ils savent, mon frère, ce que je vous ai dit, qui ne guérit pas de grand-chose. Et toute l'excellence de leur art consiste en un pompeux galimatien, en un spécieux babil qui vous donne des mots pour des raisons et des promesses pour des effets. Mais enfin, mon frère, il y a des gens aussi sages et aussi habiles que vous. Et nous voyons que dans la maladie, tout le monde a recours aux médecins. C'est une marque de la faiblesse humaine, et non pas de la vérité de leur art. Mais il faut bien que les médecins croient leur art véritable, puisqu'ils s'en servent pour eux-mêmes. C'est qu'il y en a parmi eux qui sont eux-mêmes dans l'erreur populaire, dont ils profitent, et d'autres qui en profitent sans y être. Votre monsieur Purgon, par exemple, n'y sait point de finesse. C'est un homme tout médecin depuis la tête jusqu'aux pieds. Un homme qui croit à ses règles plus qu'à toutes les démonstrations des mathématiques, et qui croirait du crime à les vouloir examiner. Qui ne voit rien d'obscur dans la médecine, rien de douteux, rien de difficile, et qui, avec une impétuosité de prévention, une raideur de confiance, une brutalité de sens commun et de raison, donne au travers des purgations et des saignées, et ne balance aucune chose. Il ne lui faut point vouloir mal de tout ce qu'il pourra vous faire. C'est de la meilleure foi du monde qu'il vous expédiera. Et il ne fera envoûtement que ce qu'il a fait à sa femme et à ses enfants. Et ce qu'on a besoin, il ferait à lui-même. C'est que vous avez, mon frère, une dent de lait contre lui. Mais enfin, venons au fait. Que faire, donc, quand on est malade? Rien, mon frère. Rien? Rien. Il ne faut que demeurer en repos.
La nature, d'elle-même, quand nous la laissons faire, se tire doucement du désordre où elle est tombée. C'est notre inquiétude, c'est notre impatience qui gâte tout. Oh. Et presque tous les hommes meurent de leur remède, et non pas de leur maladie. Mais il faut demeurer d'accord, mon frère, qu'on peut aider cette nature par de certaines choses. Mon Dieu, mon frère, ce sont pures idées dont nous aimons à nous repaître. Et de tout temps, il s'est glissé parmi les hommes de belles imaginations que nous venons à croire parce qu'elles nous flattent. Et qu'il serait à souhaiter qu'elles fussent véritables. Lorsqu'un médecin vous parle d'aider, de secourir, de soulager la nature, de lui ôter ce qui lui nuit et lui donner ce qui lui manque, de la rétablir et de la remettre dans une pleine facilité de ses fonctions, lorsqu'il vous parle de rectifier le sang, de tempérer les entrailles, le cerveau, de dégonfler la rate, de raccommoder la poitrine, de réparer le foie, de fortifier le cœur, de rétablir et conserver la chaleur naturelle, et d'avoir des secrets pour étendre la vie à de longues années, il vous dit justement le roman de la médecine. Mais quand vous en venez à la vérité et à l'expérience, vous ne trouvez rien de tout cela. Et il en est comme de ces beaux songes qui ne vous laissent au réveil que le déplaisir de les avoir crus. C'est-à-dire que toute la science du monde est renfermée dans votre tête. Oh. Et que vous voulez en savoir plus que tous les grands médecins de notre siècle. Dans les discours et dans les choses, ce sont deux sortes de personnes que vos grands médecins. Entendez-les parler, les plus habiles gens du monde. Voyez-les faire, les plus ignorants de tous les hommes. Vous êtes un grand docteur, à ce que je vois. Et je voudrais bien qu'il y eût ici quelqu'un de ces messieurs pour rembarrer vos raisonnements et rabaisser votre caquet. Oh, moi, mon frère, je ne prends point à tâche de combattre la médecine. Et chacun, à ses périls et fortunes, peut croire tout ce qui lui plaît. Ce que j'en dis n'est qu'entre nous. Et j'aurais souhaité de pouvoir un peu vous tirer de l'erreur où vous êtes. Et pour vous divertir, vous menez voir sur ce chapitre quelqu'une des comédies de Molière. C'est un bon impertinent que votre Molière avec ses comédies. Et je le trouve bien plaisant d'aller jouer d'honnêtes gens comme les médecins. Ce ne sont point les médecins qu'il joue, mais le ridicule de la médecine. C'est bien à lui à faire de se mêler de contrôler la médecine. Voilà un bon nigaud, un bon impertinent, de se moquer des consultations et des ordonnances, de s'attaquer au corps des médecins, et d'aller mettre sur son théâtre des personnes aussi vénérables que ces messieurs-là. Et que voulez-vous qu'il y mette que les diverses professions des hommes? On y met bien tous les jours les princes et les rois, qui sont d'aussi bonne maison que les médecins. Par la mort, nom de diable! Si j'étais que les médecins, je me vengerais de son impertinence. Et quand il sera malade, je le laisserai mourir, sans secours. Il aura beau faire et beau dire, je ne lui ordonnerai pas la moindre petite saignée, le moindre petit lavement, et je lui dirai, crève! Crève! Ça t'apprendra une autre fois à te jouer à la faculté. Vous voilà bien en colère contre lui. Oui, c'est un mal avisé. Et si les médecins sont sages, ils feront ce que je dis. Il sera encore plus sage que vos médecins, car il ne leur demandera point de secours. Tant pis pour lui, s'il n'a point recours au remède. Il a ses raisons pour n'en point vouloir, et il soutient que cela n'est permis qu'aux gens vigoureux et robustes, et qui ont des forces de reste pour porter les remèdes avec la maladie. Mais que pour lui, il n'a justement de la force que pour porter son mal. Les sottes raisons que voilà. Tenez, mon frère, ne parlons pas de cet homme-là davantage, car cela m'échauffe la bile, et vous me donneriez mon mal. Je le veux bien, mon frère. Et pour changer de discours, je vous dirai que sur une petite répugnance que vous témoigne votre fille, vous ne devez point prendre les résolutions violentes de la mettre dans un couvent. Que pour le choix d'un gendre, il ne vous faut pas suivre aveuglément la passion qui vous emporte. Et qu'on doit, sur cette matière, s'accommoder un peu à l'inclination d'une fille, puisque c'est pour toute la vie, et que de là dépend tout le bonheur d'un mariage. Ah, mon frère, avec votre permission. Et comment, que voulez-vous faire? Prendre ce petit lavement-là, ça sera bientôt fait. Vous vous moquez. Est-ce que vous ne sauriez être un moment sans lavement ou sans médecine? Remettez cela une autre fois et demeurez un peu en repos. Monsieur Florent, à ce soir. Ou à demain, au matin. De quoi vous mêlez-vous deux, vous opposez aux ordonnances de la médecine, et d'empêcher monsieur de prendre mon clistère? Vous êtes bien plaisant d'avoir cette hardiesse-là. Allez, monsieur. On voit bien que vous n'avez pas accoutumé de parler à des visages. On ne doit point ainsi se jouer des remèdes et me faire perdre mon temps. Je ne suis venu ici que sur une bonne ordonnance. Et je vais dire à monsieur Purgon comment m'empêcher d'exécuter ses ordres et de faire ma fonction. Vous verrez.
Vous verrez. Mon frère, vous serez cause ici de quelque malheur. Le grand malheur de ne pas prendre à l'avement que M. Purgon a ordonné. Encore un coup, mon frère. Est-il possible qu'il n'y ait pas moyen de vous guérir de la maladie des médecins? Et que vous vouliez être toute votre vie enseveli dans leurs remèdes? Mon Dieu, mon frère, vous en parlez comme un homme qui se porte bien. Mais si vous étiez en ma place, vous changeriez bien de langage. Il est aisé de parler contre la médecine quand on est en pleine santé. Mais quel mal avez-vous? Vous me feriez enrager. Je voudrais que vous lussiez mon mal, pour voir si vous chasseriez tant. Oh! Voici Monsieur Purgon. Je viens d'apprendre là-bas, à la porte, de jolies nouvelles. Qu'on se moque ici de mes ordonnances. Et qu'on a fait refus de prendre le remède que j'avais prescrit. Monsieur, ce n'est... Voilà une hardiesse bien grande. Une étrange rébellion d'un malade contre son médecin. Cela est épouvantable. Un clistère que j'avais pris plaisir à composer moi-même. C'est pas moi. Inventé et formé dans toutes les règles de l'art. Il a tort. Et qui devait faire dans des entrailles un effet merveilleux. Mon frère. Le renvoyer avec mépris. C'est lui. C'est une action exorbitante. Cela est vrai. Un attentat énorme contre la médecine. Il est con. Un crime de lèse-faculté qui ne se peut assez punir. Vous avez raison. Je vous déclare que je romps commerce avec vous. C'est mon frère. Que je ne veux plus d'alliance avec vous. Vous ferez bien. Et que pour finir toute liaison avec vous, voilà la donation que je faisais à mon neveu en faveur du mariage. Oh! C'est mon frère qui a fait tout le mal. Méprisez mon clistère. Faites-le venir, je m'en vais le prendre. Je vous aurais tiré l'affaire avant qu'il fût peu. Il ne le mérite pas. J'allais nettoyer votre corps et en évacuer entièrement les mauvaises humeurs. Oh, mon frère! Et je ne voulais plus qu'une douzaine de médecines pour vider le fond du sac. Il est indigne de vos soins. Mais puisque vous n'avez pas voulu guérir par mes mains, c'est pas ma faute. Puisque vous vous êtes soustrait de l'obéissance que l'on doit à son médecin, sacrée vengeance. Puisque vous vous êtes déclaré rebelle au remède que je vous ordonnais, Ah, point du tout. j'ai à vous dire que je vous abandonne à votre mauvaise constitution, à l'intempérie de vos entrailles, à la corruption de votre sang, à l'âcreté de votre bile et à la féculence de vos humeurs. C'est fort bien fait. Oh mon Dieu! Et je veux qu'avant qu'il soit 4 jours, vous deveniez dans un état incurable. Oh! Miséricorde. Que vous tombiez dans la bradypepsie. Monsieur Purgon. De la bradypepsie dans la dyspepsie. Monsieur Purgon. De la dyspepsie dans l'apepsie. Monsieur Purgon. De la pepsie dans la lianterie. Monsieur Purgon. De la lianterie dans la dysenterie. Monsieur Purgon. De la dysenterie dans l'hydropisie. Monsieur Purgon. Et de l'hydropisie dans la privation de la vie. Vous aura conduit votre folie. Oh. Oh mon Dieu, je suis mort. Mon frère, vous m'avez perdu. Mais quoi? Qu'y a-t-il? Je n'en puis plus. Je sens déjà que la médecine se venge. Ma foi, mon frère, vous êtes fou. Je ne voudrais pas pour beaucoup de choses qu'on vous vît faire ce que vous faites. Tâtez-vous un peu, je vous prie, revenez à vous-même. Et ne donnez point tant à votre imagination. Vous voyez, mon frère, les étranges maladies dont il m'a menacé. Le simple homme que vous êtes. Il dit que je deviendrai incurable avant qu'il soit 4 jours. Et ce qu'il dit, que fait-il à la chose? Est-ce un oracle qui a parlé? Il semble à vous entendre que M. Purgon tienne dans ses mains le filet de vos jours, et que d'autorité suprême il vous l'allonge ou le raccourcisse comme il lui plaît. Songez que les principes de votre vie sont en vous-même, et que le courroux de M. Purgon est aussi peu capable de vous faire mourir que ses remèdes de vous faire vivre. Voici une aventure, si vous voulez, à vous défaire des médecins. Ou, si vous êtes né à ne pouvoir vous en passer, il est aisé d'en avoir un autre, avec lequel, mon frère, vous puissiez courir un peu moins de risques. Ah, mon frère, il sait tout mon tempérament et la manière dont il faut me gouverner.
Il faut vous avouer que vous êtes un homme d'une grande prévention et que vous voyez les choses avec d'étranges yeux. Monsieur, voilà un médecin qui demande à vous voir. Quel médecin? Un médecin de la médecine. Je te demande quel il est. Je le connais pas, mais il me ressemble comme deux gouttes d'eau. Et si je n'étais sûre que ma mère était honnête femme, je dirais que ce seraient quelques petits frères qu'elle m'aurait donnés depuis le trépas de mon père. Fais-le venir. Vous êtes servi à souhait. Un médecin vous quitte, un autre se présente. J'ai bien peur que vous ne soyez cause de quelque malheur. Encore? Vous en revenez toujours là? Voyez-vous, j'ai sur le cœur toutes ces maladies-là que je ne connais point. C'est... Monsieur, agré que je vienne vous rendre visite et vous offrir mes petits services pour toutes les saignées, les purgations dont vous aurez besoin. Monsieur, je vous suis fort obligé. Par ma foi, voilà prenait elle-même. Monsieur, je vous prie de m'excuser, j'ai oublié de donner une commission à mon valet. Je reviens tout à l'heure. Ne diriez-vous pas que c'est effectivement Toinette? Il est vrai que la ressemblance est tout à fait grande, mais ce n'est pas la première fois qu'on a vu de ces sortes de choses. Et les histoires ne sont pleines que de ces jeux de la nature. Pour moi, j'en suis surpris. Et... Que voulez-vous, monsieur? Comment? N'avez-vous pas appelé? Moi non. Ah, faut donc que les oreilles m'écornées. Demeure un peu ici, pour voir comme ce médecin te ressemble. Oui, vraiment, j'ai affaire là-bas, je la sais plus. Si je ne les voyais tous deux, je croirais que ce n'est qu'un. J'ai lu des choses surprenantes de ces sortes de ressemblances. Et nous en avons vu de notre temps où tout le monde s'est trompé. Pour moi, j'aurais été trompé à celle-ci. Et j'aurais juré que c'est la même personne. Monsieur, je vous demande pardon de tout mon cœur. C'est admirable. Vous ne trouverez pas mauvais. S'il vous plaît! La curiosité que j'ai eue de voir un illustre malade comme vous êtes, et votre réputation qui s'étend partout, peut excuser la liberté que j'ai prise. Monsieur, je suis votre serviteur. Je vois, monsieur, que vous me regardez fixement. Quel âge croyez-vous bien que j'ai? Je crois que tout au plus vous pouvez avoir 26 ou 27 ans. J'en ai 90. 90? Oui. Vous voyez, en effet, des secrets de mon art de me conserver ainsi frais et vigoureux. Par ma foi, voilà un beau jeune vieillard pour 90 ans. Je suis médecin passager qui va de ville en ville, de province en province, de royaume en royaume, pour chercher d'illustres matières à ma capacité, pour trouver des malades dignes de m'occuper, capables d'exercer les grands et beaux secrets que j'ai trouvés dans la médecine. Je dédaigne de m'amuser à ce menu fatras de maladies ordinaires, à ces bagatelles de rhumatisme, de fluxion, à ces fièvres, à ces vapeurs, à ces migraines. Je veux des maladies d'importance. De bonnes fièvres continues, avec des transports au cerveau, de bonnes fièvres pourprées, de bonnes pestes, de bonnes hydropisies formées, de bonnes pleurésies, avec des inflammations de poitrine. C'est là que je me plais, c'est là que j'ai triomphé. Et je voudrais, monsieur, que vous eussiez toutes les maladies que je viens de dire, que vous fussiez abandonné de tous les médecins, désespéré, à l'agonie, pour vous montrer l'excellence de mes remèdes et l'envie que j'aurais de vous rendre service. Je suis obligé, monsieur, des bontés que les bons. Donnez-moi votre poule. Eh ben, allons donc. Que l'on batte comme il faut. Je vous ferai bien aller comme vous devez. Ce poule-là fait la pertinence. Je vois bien que vous ne me connaissez pas encore. Qui est votre médecin? Monsieur Purgon. Cet homme-là n'est point écrit sur mes tablettes
Entre les grands médecins, de quoi dit-il que vous êtes malade? Il dit que c'est du foie. Et d'autres disent que c'est de la rate. Ce sont tous des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade. Du poumon? Oui, que sentez-vous? Je sens de temps en temps des douleurs de tête. Justement le poumon. Il me semble parfois que j'ai un voile devant les yeux. Le poumon. J'ai quelquefois des maux de cœur. Le poumon. Je sens parfois des lassitudes par tous les membres. Le poumon. Et quelquefois, il me prend des douleurs dans le ventre. Comme si c'était des coliques. Le poumon. Vous avez appétit à ce que vous mangez? Ah oui, monsieur. Le poumon. Vous aimez à boire un peu de vin? Oui, monsieur. Le poumon, il vous prend un petit sommeil après le repas et vous êtes bien aise de dormir. Oui, monsieur. Le poumon, vous dis-je. Que vous ordonne votre médecin pour votre nourriture? Il m'ordonne du potage. Ignorant! De la volaille. Ignorant! Du veau. Ignorant! Des bouillons. Ignorant! Des œufs frais. Ignorant! Et le soir, des petits pruneaux pour lâcher le ventre. Ignorant! Et surtout de boire mon vin fort trempé. Ignorant! 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 Il faut boire votre vin pur. Et pour épaissir votre sang qui est trop subtil, il faut manger du bon gros bœuf, du bon gros porc, du bon fromage, de l'eau, du gruau, et du riz, et des marrons, et des fruits pour caler et conglutiner. Voilà. Votre médecin est une bête. Je vais vous en envoyer un de ma main. Et je viendrai vous voir de temps en temps, tandis que je serai en cette ville. Vous m'obligez beaucoup. Que diantre faites-vous de ce bras-là? Comment? Voilà un bras que je me ferais couper tout à l'heure, si j'étais que de vous. Me couper un bras? Voyez-vous pas, qui tire à soi toute la nourriture et empêche ce côté-là de profiter? Mais j'ai besoin de mon bras! Vous avez là aussi un œil droit que je me ferais crever si j'étais en votre place. Crever un œil? Voyez-vous pas qu'il incommode l'autre, lui dérobe sa nourriture? Croyez-moi, faites-vous le crever. Au plus tôt, vous en verrez plus clair de l'œil gauche. C'est pas pressé! Adieu! Je suis fâché de vous quitter si tôt, mais il faut que je me rende à une grande consultation qui se doit faire pour un homme qui mourut hier. Pour un homme qui mourut hier? Ah oui, pour aviser et voir ce qu'il aurait fallu lui faire pour le guérir. Jusqu'au revoir! Vous savez que les malades ne reconduisent point. Voilà un médecin vraiment qui paraît fort habile. Oui, mais il va un peu bien vite. Tous les grands médecins sont comme cela. Me couper un bras, me crever un œil, afin que l'autre se porte mieux. J'aime bien mieux qu'il ne se porte pas si bien. La belle opération, de me rendre borgne et manchot. Non, je suis votre servante, j'ai pas envie de rire. Qu'est-ce que c'est? Mais votre médecin, ma foi, qui voulait me tâter le pouls. Voyez un peu. À l'âge de 90 ans. Oh ça, mon frère, puisque voilà votre monsieur Burgon brouillé avec vous, ne voulez-vous pas bien que je vous parle du parti qui s'offre pour ma nièce? Non, mon frère. Je veux la mettre dans un couvent, puisqu'elle s'est opposée à mes volontés. Je vois bien qu'il y a quelque amourette là-dessous. Et j'ai découvert certaines entrevues secrètes qu'on ne sait pas que j'ai découvertes. Eh bien, mon frère, quand il y aurait quelque petite inclination, cela serait-il si criminel? Et rien peut-il vous offenser quand tout ne va qu'à des choses honnêtes comme le mariage? Quoi qu'il en soit, mon frère, elle sera religieuse, c'est une chose résolue. Vous voulez faire plaisir à quelqu'un? Ah, je vous entends.
Vous en revenez toujours là, et ma femme vous tient au cœur. Eh bien oui, mon frère, puisqu'il faut parler à cœur ouvert, c'est votre femme que je veux dire. Et non plus que l'entêtement de la médecine. Je ne puis vous souffrir l'entêtement où vous êtes pour elle, et voir que vous donniez tête baissée dans tous les pièges qu'elle vous tend. Ah, monsieur, ne parlez point de madame, c'est une femme sur laquelle il n'y a rien à dire. Une femme sans artifice, et qui aime, monsieur, qui l'aime. On peut pas dire ça. Demandez-lui un peu toutes les caresses qu'elle me fait. C'est vrai. L'inquiétude que lui donne ma maladie. Assurément. Et les soins et les peines qu'elle prend autour de moi. Il est certain. Voulez-vous que je vous convainque et vous fasse voir tout à l'heure, comme madame aime monsieur, monsieur souffrait que je lui montre son B jaune et le tir d'erreur. Comment? Madame va s'en revenir. Mettez-vous, tout étendu, dans cette chaise et contrefaites le mort. Vous verrez la douleur où elle sera quand je lui dirai la nouvelle. Je le veux bien. Oui, mais la laissez pas longtemps dans le désespoir, car elle en pourrait bien mourir. Laisse-moi faire. Cassez-vous, vous, dans ce coin-là. N'y a-t-il point quelque danger à contrefaire le mort? Non, non. Quel danger y aurait-il? Étendez-vous là seulement. Il y aura plaisir à confondre votre frère. Oh, voici madame. Chut, tenez-vous bien. Ah, mon Dieu. Ah, malheur. Quel étrange accident. Qu'est-ce, Toinette? Ah, madame. Qu'y a-t-il? Votre mari est mort. Mon mari est mort? Hélas, oui. Le pauvre défunt est trépassé. Assurément? Assurément. Personne ne sait encore cet accident-là. Je me suis trouvée ici toute seule. Il vient de passer entre mes bras. Tenez, le voilà tout de son long dans cette chaise. Le ciel en soit loué. Me voilà délivrée d'un grand fardeau. Que tu es sotte, Toinette, de t'affliger de cette mort. Je pensais, madame, qu'il fallut pleurer. Va, cela n'en vaut pas la peine. Quelle perte est-ce que la sienne? Et de quoi servait-il sur la terre? Un homme incommode à tout le monde? Malpropre? Dégoûtant? Sans cesse un lavement ou une médecine dans le ventre? Mouchant, toussant, crachant toujours? Sans esprit? Ennuyeux? De mauvaise humeur? Fatiguant sans cesse les gens? Et grondant jour et nuit servantes et valets? Voilà une belle oraison funèbre. Il faut, Toinette, que tu m'aides à exécuter mon dessein. Et tu peux croire qu'en me servant, ta récompense est sûre, puisque par un bonheur, personne n'est encore averti de la chose. Portons-le dans son lit et tenons cette mort cachée jusqu'à ce que j'ai fait mon affaire. Il y a des papiers, il y a de l'argent dont je veux me saisir. Et il n'est pas juste que j'ai passé sans fruit auprès de lui mes plus belles années. Viens, Toinette. Prenons auparavant toutes ces clés. Doucement. Oui. Madame, ma femme. C'est ainsi que vous m'aimez. Le défunt n'est pas mort. Je suis bien aise de voir votre amitié et d'avoir entendu le beau panégyrique que vous avez fait de moi. Voilà un avis au lecteur qui me rendra sage à l'avenir et qui m'empêchera de faire bien des choses. Eh bien, mon frère, vous le voyez? Par ma foi, j'aurais jamais cru ça. Mais j'entends votre fille
Remettez-vous comme vous étiez, et voyons de quelle manière elle recevra votre mort. C'est une chose qu'il n'est pas mauvais d'éprouver. Et puisque vous êtes en train, vous connaîtrez par là les sentiments que votre famille a pour vous. Ah. Ciel. Ah. Fâcheuse aventure. Malheureuse journée. Qu'as-tu, Toinette? Et de quoi pleures-tu? Hélas. J'ai de tristes nouvelles à vous donner. Et quoi? Votre père est mort. Mon père est mort, Toinette? Oui. Vous le voyez là. Il vient de mourir tout à l'heure d'une faiblesse qui lui a pris. Au ciel. Quelle infortune. Quelle atteinte cruelle. Hélas, faut-il que je perde mon père, la seule chose qui me restait au monde? Et qu'encore, pour un surcroît de désespoir, je le perde dans un moment où il était irrité contre moi. Que deviendrais-je? Malheureuse. Et quelle consolation trouver après une si grande perte. Qu'avez-vous donc belle, Angélique? Quel malheur pleurez-vous? Hélas, je pleure tout ce que dans la vie je pouvais perdre de plus cher et de plus précieux. Je pleure la mort de mon père. Oh ciel. Quel accident. Quel coup inopiné. Hélas, après la demande que j'avais conjuré votre oncle de lui faire pour moi, je venais me présenter à lui. Et tâcher par mes respects et mes prières de disposer son cœur à vous accorder à mes vœux. Cléante. Ne parlons plus de rien. Laissons là toutes les pensées du mariage. Hélas, après la perte de mon père, je ne veux plus être du monde, et j'y renonce pour jamais. Oui, mon père. Si j'ai résisté tantôt à vos volontés, je veux suivre du moins une de vos intentions et réparer par là le chagrin que je m'accuse de vous avoir donné. Souffrez, mon père, que je vous en donne ici ma parole et que je vous embrasse pour vous témoigner mon ressentiment. Ah, ma fille! Viens, n'aie point de peur. Je ne suis pas mort. Va, tu es mon vrai sang, ma véritable fille, et je suis ravi d'avoir vu ton bon naturel. Ah, quelle surprise agréable, mon père. Puisque le ciel vous redonne à mes vœux, souffrez qu'ici je me jette à vos pieds pour vous supplier d'une chose. Si vous n'êtes point favorable au penchant de mon cœur, si vous me refusez Cléante pour épouse, je vous conjure au moins de ne me point forcer d'en épouser un autre. C'est toute la grâce que je vous demande. Eh, monsieur, laissez-vous toucher à ces prières et aux miennes, et ne vous montrez point contraire aux mutuels empressements d'une si belle inclination. Mon frère, pouvez-vous tenir la contre? Monsieur, serez-vous insensible à tant d'amour? Qu'il se fasse médecin, je consens au mariage. Oui, faites-vous médecin, je vous donne ma fille. Très volontiers, monsieur. S'il ne tient qu'à cela pour être votre gendre, je me ferai médecin, apothicaire même si vous voulez. Ça n'est pas une affaire que cela. Et je ferai bien d'autres choses pour obtenir la belle Angélique. Mon frère, il me vient une pensée. Faites-vous médecin vous-même. La commodité sera encore plus grande d'avoir en vous tout ce qu'il vous faut. C'est vrai. Voilà le vrai moyen de vous guérir bientôt. Et il n'y a point de maladie si osée que de se jouer à la personne d'un médecin. Je pense, mon frère, que vous vous moquez de moi. Est-ce que je suis en âge d'étudier? Mais pour étudier, vous êtes assez savant. Et il y en a beaucoup parmi eux qui ne sont pas plus habiles que vous. Oui. Mais il faut savoir bien parler latin. Connaître les maladies et les remèdes qu'il faut faire. En recevant la robe et le bonnet de médecin, vous apprendrez tout cela. Et vous serez après plus habile que vous ne voudrez. Quoi? On sait discourir sur les maladies quand on a cet habit-là. Oui, on n'a qu'à parler avec une robe et un bonnet, tout galimatien devient savant, et toute sottise devient raison. Tenez,
Quand il n'y aurait que votre barbe, c'est déjà beaucoup. Et la barbe fait plus de la moitié du médecin. En tout cas, je suis prêt à tout. Voulez-vous que l'affaire se fasse tout à l'heure? Comment? Tout à l'heure? Oui, et dans votre maison. Dans ma maison? Oui, je connais une faculté de mes amis qui viendra tout à l'heure en faire la cérémonie dans votre salle. Cela ne vous coûtera rien. Mais moi, que dire? Que répondre? Oh, on vous instruira en 2 mots, et l'on vous donnera par écrit ce que vous devez dire. Allez vous en mettre un habit décent, je vais les envoyer quérir. Allons. Voyons cela. Que voulez-vous dire? Qu'entendez-vous avec cette faculté de vos amis? Quel est dans votre dessein? De nous divertir un peu ce soir. Les comédiens ont fait un petit intermède de la réception d'un médecin, avec des danses et de la musique. Je veux que nous en prenions ensemble le divertissement. Et que mon frère y fasse le premier personnage. Mais mon oncle, il me semble que vous vous jouez un peu beaucoup de mon père. Mais ma nièce, ce n'est pas tant le jouer que de s'accommoder à ses fantaisies. Tout ceci n'est qu'entre nous. Nous y pouvons aussi prendre chacun un personnage et nous donner ainsi la comédie les uns aux autres. Le carnaval autorise cela. Allons vite préparer toute chose. Ah, y consentez-vous? Oui, puisque mon oncle nous conduit. Sanctissimi doctores, medicine professores, qui assonanti estis, et vos atri messiores, sententiarum facultatis, fidel executores, chirurgiani et apothicari, atque tota compagnia, aussi salus honor et argentum, atque bonum, appetitum, dunque ille nostre sapientiae, boni sensus, atque prudentiae, de fortement travaillare, a nos bene conservare. C'est pour cela que nous, convocati estis, et credo quattro habitis, digna materiam, medici, Quoque trovabitis digna materia medici, in savanti homine que voici. Mais si maladia opiniatria non vult segarire, quid illi facere? Clisterium donare, postea segnare, ensuita purgare. Bene, 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 rispondere. Juras cantavis fatuitatem facultatem prescripta consenso et jugamento. Juro. Essere in omnibus consultationibus ancieni aviso,
aut bono, aut modeso. Géraud. Non jamais te servirai de renélis oculis, quando se seulement dans tes facultatis, maladus disticrolare et morire suo malo. Géraud. Ego comisto voleto venerabile et doctor, dono tibi concedo de putain et puissantiam, medicandi, purgandi, segnandi, versandi, tagliandi, cucandi, et obsidandi, impune per totam terram. Grandesse, doctoresse, doctrinée, de la rhubarbe et du séné. Ce serait sans doute à moi, cosa folla, inepta et ridicula, si jaloabab m'engagearais, vobis louangeas donare. Et entreprenouabam adjutare, des lumiéras au soleillo, des étoilas au cielo, des ondas à l'océano, et des rosas au printano. Agréate qu'avec uno moto, prototo remerciemento, rendam gratiam corpori tam docto. Vobis debeo bien plus qu'à nature patrimeus, natura et patermeus, hominem me habent factum, mais vos me, ce qui est bien plus, avetis factum, medicum, honor, favor, et gratia, qui, inoccordé que voilà, imprimant ressentimenta, qui dureront in secula. Vivat, 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 100 fois vivat, novus doctor, quitam bene parlat, mille annis, et manget et vivat, et segnet, et tuat, et segnet, et tuat, vivat, 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 100 fois vivat, novus doctor, quitam bene parlat, mille annis, et manget et vivat, et segnet, et tuat, et segnet, et tuat, vivat, 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 100 fois vivat, novus doctor, quitam bene parlat, mille annis, et manget et vivat, et segnet, et tuat, et segnet, et tuat, vivat, novus doctor, quitam bene parlat, mille annis, et manget et vivat, et segnet, et tuat, et segnet, et tuat, novus doctor, quitam bene parlat, mille annis, et manget et vivat,